Il était un loser solitaire, mais une meurtrière devient sa femme de ménage et tombe amoureuse de lui. Ito était un type ordinaire qui profitait de ses vacances d'été seul à la maison, ses parents étant partis pour leur deuxième lune de miel. Il restait enfermé dans sa chambre toute la journée à admirer des personnages féminins de dessins animés, et avait transformé sa maison en dépotoir. Un matin, alors qu'il dort, quelqu'un sonne à sa porte, et lorsqu'il va ouvrir, sa caméra de sécurité montre une jolie fille qui demande un emploi de femme de ménage. Ne sachant que faire, Ito invite la jeune fille à entrer, puis lui demande si elle a de l'expérience professionnelle. La fille lui raconte qu'elle était autrefois une tueuse à gages et qu'elle éliminait les personnes déloyales envers son maître. Ito panique, et la fille lui explique alors que son maître l'a recommandée pour le servir. Il lui demande de dire qu'elle plaisante, mais elle ne le fait pas, et il panique encore plus. Il demande s'il a un lien quelconque avec son maître. Et l'assassin assure qu'une connaissance de sa famille connaissait autrefois le chauffeur du fils du troisième cousin de son maître. Ito lui répond qu'ils sont donc des parfaits étrangers, mais il réalise aussitôt l'avoir interrompu et craint sa réaction. Il change rapidement de sujet et lui demande sa spécialité. Elle propose une démonstration. Elle l'emmène dans le jardin et plante une série de couteaux dans un arbre, formant une ligne verticale parfaite. Ito est terrorisé par cette précision et lui affirme qu'il n'a personne à éliminer et, ne connaissant pas son maître, il l'a pris de s'en aller. La jeune femme semble contrariée, mais accepte sa décision, s'excuse de le déranger et s'en va. Ito respire enfin, mais remarque alors qu'elle a oublié quelque chose. Il court après elle pour lui rendre une clochette. Au carrefour, il voit Trupcon juste devant lui. Et il se rend compte qu'il est dans une situation difficile. Heureusement, la femme de ménage, qui est en fait une assassin, se jette sur lui, le sauvant d'un danger imminent. Elle est étrangement troublée en se relevant, disant qu'elle n'a jamais sauvé personne de la sorte, et qu'elle ne comprend pas pourquoi son cœur bat si fort. Ito est un peu surpris, puis la femme de ménage s'en va. Soudain, il change d'avis et lui demande si elle pourrait venir et lui faire une démonstration de ses compétences. Une fois chez lui, la femme de ménage commence à lui donner une leçon sur l'utilisation des couteaux, et Ito lui dit qu'il veut juste qu'elle fasse un peu de ménage dans la maison. Il désigne tous les sacs dans la pièce, et l'assassin demande combien contiennent des corps. Ito panique en essayant de lui faire comprendre qu'il n'a rien à voir avec son activité, et qu'il veut juste une femme de ménage normale. Il se sent redevable envers elle pour lui avoir sauvé la vie, alors il veut l'aider, et la jeune fille lui demande s'il l'embauchera si elle peut être une bonne femme de ménage. Elle fait de son mieux, mais quelques secondes après avoir commencé, elle casse la serpillière, répand de l'eau partout, et le seau se retrouve sur sa tête. Anxieuse, elle s'excuse auprès de Ito et lui dit qu'elle va nettoyer rapidement. Cependant, elle glisse sur le sol mouillé, mais avant que Ito ne puisse l'attraper, elle fait preuve d'agilité et réussit un atterrissage parfait. Cette exécution parfaite est gâchée par le seau qui retombe sur sa tête, et Ito lui demande si elle est toujours aussi maladroite. Découragée, elle s'excuse car elle ne sait vraiment rien faire d'autre qu'eux. Elle dit qu'elle comprendra si Ito ne veut plus la garder, mais il lui enlève simplement le seau de la tête et lui donne une serviette, disant qu'elle peut toujours apprendre de nouvelles choses. Il l'aide à nettoyer la maison tout en lui apprenant, et bientôt ils réussissent à la rendre impeccable. Ito commence à avoir faim, mais sa nouvelle employée ne sait même pas cuisiner, alors il décide de l'aider également. Elle entreprend la tâche de couper les légumes et utilise ses talents de couteau exceptionnels pour émincer le chou en quelques secondes. Ito apporte ensuite des côtelettes de porc qu'il a achetées plus tôt, et la jeune femme ignore même ce que c'est. Elle dit qu'elle ne s'est jamais souciée du goût de la nourriture car ce n'est qu'un élément nécessaire à la nutrition, et Ito le prend personnellement. Il commence à vanter les côtelettes de porc d'une boucherie locale, mais la réaction de la femme de ménage reste froide. Ito ne se décourage pas et pense qu'elle changera d'avis en goûtant la côtelette. Soudain, il se rend compte qu'il ne lui a pas encore demandé son nom. La femme de ménage lui dit qu'elle n'a pas de nom, et étant son employeur, Ito est libre de l'appeler comme il veut. Il réfléchit, mais ne trouve rien, alors il décide de l'appeler « la femme de ménage » pour le moment. Il sert le repas, et pendant qu'il commence à manger, il attend avec impatience la réaction de la femme de ménage. Même si elle ne ressent rien de particulier concernant son goût, elle ressent une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant et lui dit que c'est délicieux. Cependant, quand Ito lui propose d'essayer avec une sauce spéciale, très riche en glutamate, elle est submergée par le goût. Plus tard dans la nuit, Ito se réveille en pleurant à cause d'un cauchemar récurrent sur le départ de sa mère. Il se sent soudainement affamé et décide d'aller chercher des nouilles dans la cuisine, mais à son grand étonnement, quelqu'un s'y trouve déjà. Il craint que la femme de ménage, qu'il soupçonne d'être une assassin, essaie de le tuer en le surprenant, alors il regarde nerveusement à l'intérieur. Il la trouve avec une tache rouge sur le visage et panique, mais lorsqu'elle se retourne avec un flacon de sauce à la main, il ressent un soulagement immense.
La femme de ménage est prise de panique, mais il lui dit de se détendre, car il comprend ce que sont les fringales nocturnes. Il prépare des restes de nourriture et des nouilles instantanées pour un encas de minuit, et après avoir mangé, la femme de chambre demande à Ito s'il a fait un mauvais rêve. Elle explique que, se rendant à la cuisine, elle a entendu des gémissements venant de sa chambre. Craignant qu'il ne soit en danger, elle s'est faufilée à l'intérieur et l'a trouvé en larmes pendant son sommeil. Ito est gêné. La femme de chambre ajoute qu'il appelait sa mère à plusieurs reprises. Elle lui raconte ensuite son propre rêve, où une énorme bouteille de sauce lui parlait, mais lorsqu'elle s'est approchée pour la lécher, elle a disparu. Ito est stupéfait. La femme de chambre précise que c'est une nouvelle expérience pour elle, car jusqu'à présent, tous ses rêves étaient liés à la violence. C'est pourquoi elle est triste que Ito ait fait un mauvais rêve et ne sait pas comment le réconforter. Ito minimise l'incident, expliquant que depuis le départ de sa mère, il rêve souvent de sa disparition. Il ajoute que, enfant, lorsqu'il faisait de mauvais rêves, il dormait dans les bras de sa mère, et la femme de chambre lui propose immédiatement de s'allonger sur ses cuisses. Oreiller. Ito panique et dit qu'il n'est plus un enfant, et qu'il comprend qu'il ne peut pas se reposer sur les genoux de n'importe qui. Cela laisse soudainement la femme de ménage vide et inutile, et elle se met à penser aux paroles de son précédent employeur, qui lui avait dit qu'elle ne servait qu'à tuer. Elle commence à avoir froid lorsque soudain, Ito pose sa tête sur ses genoux. La femme de ménage se sent réchauffée et lui dit de dormir sur ses genoux aussi longtemps qu'il le souhaite. Le lendemain, la femme de ménage commence à découper les déchets pour les compacter, et Ito est impressionné. Alors qu'il sort pour jeter les ordures, il trouve un chiot abandonné devant sa porte. Ito est contrarié car il se demande si sa maison est une sorte d'orphelinat pour recueillir les animaux errants de toute espèce lorsque la femme de ménage trouve un mot dans le carton. Il est écrit que le propriétaire du chien l'a acheté pensant que ce serait une petite race, mais qu'en réalité c'est un chien plus grand, et qu'il n'avait ni l'argent ni le temps pour l'élever. Il a donc laissé le chiot devant la maison qui avait l'air la plus riche du quartier et s'attend maintenant à ce que la personne qui a trouvé le chien l'élève. Ito est frustré, mais il décide quand même d'adopter le chien car il ne survivrait pas dehors sous la chaleur estivale. La femme de ménage est rappelée à un profond traumatisme par ses paroles et lui dit que sauver une vie sans considération n'est pas toujours la meilleure chose à faire, et que ceux qui sont abandonnés par les autres doivent devenir plus forts pour survivre seuls. Elle dit à Ito que s'il montre de la sympathie envers le chien, il pourrait le regretter plus tard. Ito répond simplement qu'il ne se pose pas trop de questions philosophiques sur ce genre de choses. Il prend le chiot dans ses bras et demande à la femme de ménage si elle l'a sauvé hier par sympathie ou simplement par instinct de survie. Il dit que c'est l'instinct humain de sauver ceux qu'on peut, puis il emmène le chiot à l'intérieur. Ito trouve le chiot très mignon et duveteux et demande à la femme de ménage si elle veut le prendre aussi dans ses bras. Elle répond qu'elle va passer son tour et s'éloigne tandis que Ito amène le chiot vers elle. Ito lui demande si elle a peur des chiens, et elle rougit en confirmant qu'elle en a un peu peur. Cependant, elle ajoute que si Ito lui ordonne de tenir le chiot et de jouer avec lui, elle obéira à son ordre malgré sa peur. Ito lui dit qu'elle n'est pas obligée de se forcer et lui demande ensuite pourquoi elle a peur des chiens. La femme de ménage lui explique que lorsque son ancien maître l'entraînait, il l'a laissé dans une forêt avec des chiens errants, expérience qui lui a laissé un traumatisme durable. Ito dit que c'est un sérieux problème car il prévoit de garder le chiot à la maison pour le moment, et il espérait que la femme de ménage pourrait l'aider. Ces paroles la touchent profondément, et pour se montrer utile à son nouveau maître, elle décide de surmonter sa peur et demande si elle peut tenir le chien. Ito la laisse tenir le chiot, et la femme de ménage tremble légèrement tandis que le chiot se repose dans ses bras. Il lui demande de quoi exactement elle a peur, et elle répond que ça a des griffes et des crocs acérés, mais Ito dit que le chien a l'air plutôt mignon et innocent. Soudain, il se met à mâchouiller le doigt de la femme de chambre, et elle panique tellement qu'elle manque de jeter le chien par la fenêtre. Heureusement, Ito l'arrête et prend le chien. Pendant que la femme de chambre reprend son souffle par terre, le chien commence à mordre les doigts de Ito aussi, et il se rend compte que ses dents le démangent, alors il l'emmène dans une animalerie proche pour le faire examiner et acheter le nécessaire. À leur retour à la maison plus tard, Ito remercie la femme de chambre de l'avoir aidé avec les courses. Elle répond soudainement qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi gentil que Ito, car les ordres qu'il lui donne sont inhabituels pour elle. Son précédent emploi consistait à travailler dans des situations difficiles, et l'échec n'était pas permis. Cependant, Ito l'a traitée avec gentillesse même après qu'elle ait presque tout fait de travers. Elle lui demande ce qu'elle peut faire pour devenir plus utile pour lui, et si elle lui appartient vraiment. Avant que Ito ne puisse répondre, le chiot se met à courir, mais il l'attrape et dit ensuite à la femme de chambre qu'elle a dû vouloir arrêter d'être une assassine et vivre comme une fille normale. Il dit que c'est sa chance, qu'elle ne devrait donc pas trop y réfléchir. La femme de chambre réalise soudainement que pendant tout le temps où elle a travaillé comme assassine,
elle n'a jamais vraiment pensé à abandonner son travail. Tuer était la seule raison de son existence, et elle pensait qu'elle serait inutile si elle arrêtait. Soudain, Ito lui dit de regarder le magnifique coucher de soleil, et elle va à côté de lui, pensant que si elle reste avec lui, elle pourrait peut-être apprendre et comprendre ce qu'elle veut vraiment. Ito lui dit alors que lorsqu'elle est arrivée chez lui, il avait très peur car il n'avait jamais vu d'assassin dans la vie réelle. Cependant, après avoir appris à la connaître, il s'est rendu compte qu'elle était fondamentalement une bonne personne. Le fait qu'on lui dise qu'elle est une bonne personne rappelle à l'assassine le temps où elle était une fille normale. Et ses parents la félicitèrent. Elle demanda soudainement à Ito ce qu'elle pouvait faire pour redevenir une fille normale, et son premier conseil concerna ses échecs. Il dit que comme tout ce qu'il lui demandait de faire était nouveau pour elle, il était normal qu'elle échoue, et qu'elle ne devait donc pas laisser ses échecs la peser. Plus tard, la servante commença à préparer le dîner et hacha le chou comme une personne ordinaire. Elle pensa que faire les choses normalement était beaucoup plus facile et ne nécessitait pas une concentration intense, puis elle se mit à penser au dîner. Soudain, le chiot vint à elle et se frotta contre sa jambe. La servante paniqua et pointa le couteau vers le chiot, pensant qu'il essayait de l'attaquer par derrière. Cependant, en le voyant trembler et s'effondrer, elle réalisa qu'il avait simplement faim. Elle nourrit le chiot et essaya de le toucher pour surmonter sa peur, mais Ito entra dans la pièce à ce moment-là et la surprit. Il fut impressionné que la servante ait nourri le chien et la remercia. Il commença alors, caressant le chiot, et comme il a une fourrure vraiment duveteuse, il décide de le nommer Machi. Tout le monde aime ce nom, puis Ito, sans raison particulière, fait part à la femme de ménage qu'elle s'est améliorée dans son travail. Elle est très touchée par cette appréciation et propose de s'occuper du chiot si Ito est occupé. Ito s'inquiète pour sa phobie, mais la femme de ménage lui dit qu'elle veut devenir normale, et pour cela, elle doit d'abord surmonter sa peur. Ito est impressionné par sa détermination, et il la guide pendant qu'elle caresse Machi puis le tient dans ses bras. Elle lui caresse le ventre et réalise que sa peur était irrationnelle et que le chiot est vraiment bien élevé. Après cela, il s'assoit pour dîner et la femme de ménage redécouvre son amour pour la sauce. Elle termine rapidement son assiette, et lorsqu'Ito lui demande si elle souhaite une seconde portion, elle répond qu'elle ne devrait pas importuner son maître pour de telles choses, mais son corps réagit de façon contraire et tend l'assiette. Ito lui dit d'arrêter, hésitant sans cesse et n'hésite pas à lui demander si elle désire quelque chose. La servante saisit immédiatement l'occasion et lui demande de lui donner un nom. Ito commence par lui poser quelques questions de routine avant de choisir un nom. Il lui demande sa date de naissance, et la seule chose qu'elle sache à ce sujet est qu'il neigeait abondamment ce jour-là. Ito décide de l'appeler Yuki, qui signifie neige, mais cela lui rappelle de douloureux souvenirs. Son précédent maître l'appelait aussi Yuki car elle était froide comme la neige. Elle détestait ce nom, mais comme Ito parle de son amour pour la neige et l'hiver, elle accepte. Elle sourit, remercie Ito de lui avoir donné ce nom, et se met à le répéter comme un Pokémon amusant. Le lendemain, alors que Yuki joue avec Makai, Ito s'approche d'elle avec un pistolet à piercing car il envisage de se faire percer pour impressionner ses amis. Il lui dit qu'il n'a pas assez confiance en lui pour le faire seul et demande à Yuki de le faire pour lui. Elle accepte la tâche, mais alors qu'elle est sur le point de pour percer un trou dans son oreille, elle commence soudainement à reculer. Elle tremble en demandant à Ito si c'est sa punition pour avoir fait quelque chose qu'il n'aimait pas. Elle dit qu'elle a peur de percer le corps de Ito, et il lui demande si elle ne perforait pas des gens à plus grande échelle. Tout à coup, la sonnette retentit, et Yuki va voir qui c'est. À la porte, la sœur cadette de Ito, Riko, attend avec impatience qu'il ouvre la porte parce qu'il lui a envoyé un message à propos d'un chien, et elle veut le voir. Yuki lui ouvre la porte, et elle est stupéfaite en voyant une fille dans la maison de son frère. Une fois que Riko entre, elle est émerveillée par la propreté de la maison, mais plus que cela, elle a du mal à digérer que son frère ait une jolie femme de ménage. Elle commence à lui tirer les joues en lui demandant pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt, et il répond que leur mère s'inquiéterait s'il lui parlait de cette situation. Il a appelé leur père à propos de l'embauche d'une femme de ménage, et il a juste dit d'accord. Riko recommence à lui tirer les joues, et ensuite Yuki demande aux frères et sœurs s'il habite dans des maisons différentes. Riko devient soudainement timide et se détourne d'elle tandis que Ito explique que sa sœur aime les belles personnes et les belles choses, ce qui est la seule raison pour laquelle il ne lui avait pas parlé de Yuki. Quoi qu'il en soit, les deux filles se présentent, et Riko remarque que Yuki a un joli prénom. Elle la remercie et explique que Ito lui a donné ce nom car elle avait un passé difficile et n'avait pas de nom fixe. Ito tente de l'arrêter, mais le mal est fait, et Riko est interdite d'apprendre cela. Cependant, elle n'a pas peur de Yuki, mais est plutôt impressionnée car elle est à la fois belle et forte. Riko lui demande un autographe, mais trouve son écriture grossière et enfantine, ce qui la déçoit. Yuki, voyant la réaction de Riko et Ito,
s'inquiète et leur dit qu'elle n'écrit pas bien mais qu'elle parle couramment 12 langues. Riko est encore plus impressionnée et décide de faire son projet de vacances d'été sur Yuki. Elle lui dit de commencer. En montrant ses talents d'experte en lancer de couteau, et Ito demande à sa sœur d'arrêter. Il lui dit de ne rien écrire qui puisse mettre Yuki en difficulté, mais elle répond qu'elle présentera cela comme de la fiction. Elle se tourne de nouveau vers Yuki, qui lui demande de venir dans la cour pour voir ses aptitudes. Là, Riko se tient une pomme sur la tête, et elle ne doute aucunement du talent de Yuki qui se prépare à lancer un couteau. Yuki atteint le centre de la pomme, et Riko est ravie. Elle demande à Yuki où elle a pris ce couteau, et la jeune femme répond qu'elle le portait sur elle. À l'origine, elle portait 16 couteaux, mais Ito lui a dit que c'était trop, alors il ne lui en reste que 5 maintenant. Après cela, alors que Riko pose d'autres questions, son estomac gargouille soudainement, et Ito rit en disant qu'il est presque midi. Riko demande à Yuki de lui préparer son plat signature, mais la seule chose qu'elle sache faire en cuisine, c'est émincer du chou. Cependant, ils ne sont pas herbivores au point de se contenter de cela, alors ils sortent et mangent des Big Mac. Riko voit une affiche pour une fête estivale organisée ce soir, et Ito dit à Yuki qu'ils y vendent une sauce spéciale. Yuki commence à saliver en l'entendant, et demande à Ito de l'y emmener, ce qu'il accepte avec plaisir. Tous les trois vont à la fête et essaient un jeu de tir. Riko ne parvient à rien atteindre, et Yuki prend le pistolet pour montrer ses compétences. Cependant, elle ne réussit pas non plus car le pistolet est tordu, et elle commence à douter de ses aptitudes. Ensuite, ils font de la pêche au poisson rouge, et Yuki montre ses talents cette fois-ci. Puis, ils vont au stand de sauce, et Yuki savoure les crackers enrobés de délicieuses sauces. Riko s'enfuit pour acheter quelque chose à boire, et Ito et Yuki décident de l'attendre à proximité. Pendant qu'ils attendent, Ito demande à Yuki si elle est déjà venue à des fêtes auparavant. Et elle dit être allée à des festivals, mais uniquement pour atteindre ses objectifs. Elle a l'air sombre en se rappelant son passé difficile, mais soudain, le feu d'artifice commence, et elle est fascinée. Bientôt, Riko revient avec les boissons et s'assoit entre eux pour admirer le spectacle. Plus tard, en rentrant chez eux, un motard arrive à toute vitesse. Ils entendent quelqu'un crier que c'est un voleur qui a dérobé leurs affaires, et ils manquent de renverser Riko, mais Yuki la sauve. Ito va voir ce qu'il se passe, et il remarque que sa sœur a peut-être eu une réaction inattendue après que Yuki l'ait serrée dans ses bras. Il est soulagé que personne ne soit blessé, mais il est en colère contre le motard pour avoir volé des gens innocents et mis la vie des passants en danger. Il dit que des individus comme lui doivent être punis, et Yuki accepte cela comme sa mission. Elle commence à escalader le bâtiment et à poursuivre le voleur avec une incroyable agilité avant même que Ito n'ait le temps de la retenir, et Riko dit qu'elles doivent rattraper Yuki car elle veut voir ce qui va arriver au voleur. Ils suivent Yuki alors qu'elle saute de toit en toit, et elle trouve rapidement le motard. Elle saute du bâtiment et lance 2 couteaux pour crever ses pneus, le faisant chuter dans une ruelle. Ito et Riko arrivent sur place juste au moment où Yuki se rapproche du voleur, couteau à la main. Ito panique et supplie Yuki de ne pas le tuer, mais elle se contente de tapoter son casque en disant que c'est là son châtiment. Ito est soulagée lorsque Yuki se retourne et lui explique que c'est selon elle une punition appropriée, car la femme qui l'a volé est arrivée sur les lieux avec un policier pour arrêter le motard. Ito et les filles rentrent chez elles, et Riko dit à Yuki que ses amies à l'école seront très surprises lorsqu'elle leur parlera d'elle. Yuki est curieuse d'entendre parler de son école car elle n'y est jamais allée. Riko lui explique que l'école est un endroit amusant tant que l'élève silencieux n'apporte pas d'armes, car on peut se faire des amis et apprendre des choses. Elle se met alors à courir vers sa maison, et en entendant ces paroles, Yuki est intéressée à l'idée d'aller à l'école. Elle dit à Ito qu'une scolarisation pourrait l'aider à se sentir plus intégrée, et il acquiesce, se demandant si elle est même en âge d'aller à l'école. Le temps passe et les vacances d'été prennent fin. Alors que Ito retourne au lycée pour une nouvelle année scolaire, il s'inquiète pour Yuki, seul à la maison. Soudain, un de ses amis, un peu turbulent, arrive et lui demande s'il a entendu parler de la jolie cosplayeuse, en tenue de soubrette, qui est en ville. Ito éjecte sa boisson en la prenant, puis feint l'ignorance pour éviter d'autres questions. Un de ses amis raconte l'avoir vue à la bibliothèque, et Ito se demande pourquoi Yuki irait à la bibliothèque. À ce moment-là, leur professeur entre et annonce l'arrivée d'une nouvelle élève. Cette nouvelle élève n'est autre que Yuki, et Ito est très surpris en la voyant. Le professeur la présente comme la cousine de Ito et lui demande de s'asseoir devant lui. Ito n'arrive toujours pas à réaliser ce qui se passe, mais lorsque Yuki se tourne vers lui et lui dit qu'elle a hâte d'étudier avec son maître, toute la classe devient soudainement jalouse de lui. Le reste de la journée est incroyablement difficile pour Ito, et lorsque Riko vient le voir après l'école, il est comme pétrifié. Il réalise soudainement que Riko est derrière tout ça, et elle saute de joie, lui disant que c'était sa grande surprise pour lui. Ito est déçu,
mais alors qu'ils rentrent chez eux, Riko explique que Yuki a appris très vite, et qu'elle a maîtrisé les bases de tout en seulement 3 jours. Ito dit qu'il est plus curieux d'autre chose, comme la façon dont Yuki a obtenu son admission à l'école et plus précisément dans sa classe. Il demande pourquoi elle a dû prétendre être sa cousine et pourquoi ils lui ont caché la vérité. Yuki répond que c'est Riko qui a eu l'idée de prétendre être sa cousine car cela lui donnait une histoire plausible. Quant à l'admission, elle a usé de quelques relations pour ses liens avec le milieu interlope. Elle ajoute ensuite que Riko lui a demandé de ne rien dire à Ito concernant cette admission, car il serait plus amusant de voir sa réaction plus tard. Ito réprimande Riko pour cela, et Yuki s'inquiète de le voir contrarié. Il lui assure qu'il n'est pas contrarié, juste surpris, et propose ensuite qu'ils profitent pleinement de leur vie lycéenne ensemble, dorénavant. Le lendemain, dès le début de la pause déjeuner, tous les élèves se précipitent à la cafétéria pour acheter le pain Katsuda spécial, vendu un seul jour par semaine. Yuki est curieuse, et Ito lui explique que la boulangerie Katsuda est très réputée, et que le lycée a un partenariat avec elle pour proposer son délicieux pain aux élèves une fois par semaine. Comme c'est rare, il n'y a que quelques exemplaires, et tout le monde se presse pour être le premier à en acheter. Il commence à lui décrire les différentes versions du pain, notamment une avec une délicieuse sauce à l'intérieur. Cela suffit à convaincre Yuki, et elle dit à Ito qu'elle ira chercher le pain pour eux deux. Il lui répond que ce sera difficile car leur salle de classe est la plus éloignée de la cafétéria, mais Yuki ne recule pas. Elle saute par la fenêtre et accède au toit, et Ito la suit en lui demandant de s'arrêter. Cependant, en voyant sa détermination, il réalise qu'il est inutile d'essayer de la retenir. Yuki court sur la balustrade, entièrement concentré sur l'objectif d'atteindre le magasin Katsuda avant les autres. Voyant sa détermination, Ito repense à sa sœur lorsqu'elle veut manger des desserts, et il pense que personne ne peut arrêter les filles lorsqu'elles veulent vraiment manger quelque chose. Juste à ce moment, il remarque un groupe de fervents amateurs de pain Katsuda se précipiter vers le magasin, et il craint que la situation ne dégénère si Yuki atterrit devant eux. Cependant, Yuki emprunte un raccourci et saute d'un bâtiment à l'autre, réussissant parfaitement à se maintenir en équilibre sur la balustrade du nouveau bâtiment. Elle atterrit ensuite au sol, juste devant la boulangerie, et marche gracieusement à l'intérieur alors qu'elle commande un pain fourré pour elle et un sandwich pour Ito. Cependant, une fois qu'elle retourne vers Ito, elle tremble de déception car la femme au magasin lui a dit qu'une personne ne peut acheter qu'un seul pain. Elle s'excuse auprès d'Ito parce qu'elle a acheté le pain fourré et a ensuite pris un pain fourré ordinaire pour lui à la cafétéria. Ito dit qu'il mangera le pain ordinaire, et Yuki Mikuli lui propose le pain Katsuda. Il lui dit de le manger parce qu'il l'a déjà mangé, et ce ne serait pas juste s'il le mangeait alors qu'elle était celle qu'il avait gagnée. Yuki est vraiment heureuse et commence à manger le pain fourré, et Ito est heureux rien qu'en la voyant. Soudain, Yuki casse un morceau de pain pour lui en donner, et Ito devient gêné alors qu'elle le pousse profondément dans sa gorge. Plus tard dans la nuit, Riko vient chez lui passer la nuit avec Yuki. Elle dit à Ito qu'elle a toujours voulu une grande sœur, et à un moment donné, elle a même imaginé qu'il était une fille. Ito lui dit de freiner son imagination, et Riko lui dit qu'elle est venue avec une meilleure idée pour intégrer Yuki à la famille comme une grande sœur. Elle propose qu'Ito épouse Yuki pour l'accueillir au sein de la famille, ce qui serait une fin parfaite pour tout le monde. Ito est pris de court lorsque Riko affirme que Yuki est clairement attiré par lui, et il essaie de nier cela. Riko lui répond qu'il ne comprend pas les sentiments féminins, mais qu'elle voit clairement que Yuki pourrait lui déclarer sa flamme à tout moment. Elle ajoute que leur mère serait probablement d'accord pour le mariage, mais qu'elle est moins sûre concernant leur père. À ce moment-là, Yuki arrive et demande qui va se marier. Ito panique, mais Riko n'hésite pas une seconde et dit à Yuki qu'elle serait ravie qu'elle épouse son frère. Elle demande à Yuki si elle aime Ito, et elle répond affirmativement, en disant qu'elle l'admire beaucoup. Ito est sur le point de perdre pied, mais Riko change de sujet et dit qu'elle a envie de manger des fruits. Elles sortent pour manger des fruits en profitant de l'air frais, et Riko commence à rapprocher Ito et Yuki à nouveau. Elle dit à Yuki qu'une fois que Ito aura 18 ans, elle pourra légalement se marier avec lui puisqu'elle est déjà plus âgée que lui. Yuki panique un peu car elle n'a aucune idée de ce que signifie le mariage, mais Riko lui dit que ce n'est rien qu'elle ne puisse gérer. Ito essaie de faire taire sa sœur, mais elle lui demande s'il ne serait pas heureux de pouvoir épouser une fille aussi jolie et fiable que Yuki. Il rougit car il ne peut nier cela, et Riko déclare que son point de vue est prouvé. Le jour suivant à l'école, Ito a sommeil car Riko les a fait rester éveillés toute la nuit. Soudain, le professeur le remarque en train de dormir et lui lance une craie à la tête, mais Yuki utilise ses talents pour la couper rapidement en deux. Cependant, son geste se retourne contre elle car les deux morceaux de craie frappent les deux yeux de Ito, et elle panique car elle pensait qu'il passerait au-dessus de sa tête comme au cinéma. Le professeur et le reste de la classe sont également incrédules,
car ils ne comprennent pas comment la craie s'est séparée en deux. Ito va à l'infirmerie pour se faire examiner les yeux, et il est surpris de trouver une nouvelle infirmière très agréable. Elle se présente comme Nita et commence à examiner les yeux de Ito tout en l'interrogeant sur sa relation avec Yuki. Il bredouille qu'elle est sa cousine, ce dont Nita rit, affirmant qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Elle dit que Ito est exactement son type, et il ne sait comment réagir. Elle termine son examen et déclare que ses yeux ne sont pas endommagés. Puis, soudainement, elle va à la porte, la verrouille avant de pousser Ito sur le lit en disant qu'elle va examiner le reste de son corps pour voir s'il a besoin de plus de soins. Ito est désemparé lorsque Nita se place au-dessus de lui promettant une première expérience inoubliable. Ito panique, déclarant que même les films les plus fades ont plus de développement émotionnel avant le passage à l'acte. L'infirmière s'en moque et est sur le point de l'embrasser lorsque la serrure de la porte cède et que Yuki entre, à la recherche de Ito. Inquiète, elle est venue le voir dès la fin du cours, et elle est choquée de le voir se retrouvant immobilisée par une autre femme. Ito est soulagée de la voir et court immédiatement se cacher derrière elle. Yuki demande à Nita ce qu'elle faisait, et celle-ci répond que c'était juste une plaisanterie qu'elle aime faire aux garçons mignons et innocents. Ito ne la croit pas car il a failli être très malmené, mais Nita rejette ses inquiétudes. Elle lui dit de venir prendre des gouttes pour les yeux, mais il hésite à s'approcher d'elle. Nita continue de le taquiner, puis soudain, Yuki l'attire vers elle. Elle dit à l'infirmière de laisser Ito tranquille, et il rougit en réalisant que Yuki est jalouse. Elle emmène Ito hors du bureau de l'infirmière, tandis que Nita leur dit de revenir les voir s'ils ont des problèmes plus tard. Yuki ne lâche pas la main de Ito jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit calme, puis elle s'excuse de l'avoir tiré vers elle plus tôt. Elle dit ensuite qu'elle a quelque chose d'important à lui dire, et le cœur de Ito s'emballe car il pense qu'elle va lui avouer ses sentiments. Cependant, Yuki le surprend en disant que Nita est certainement une assassine comme elle, et qu'il devrait vraiment être très d'elle. Elle a absolument raison, car Nita est en effet une assassine aux ambitions élevées. Elle souhaite créer un harem de beaux mannequins musclés et vivre une vie luxueuse quelque part en Grèce. Pour cela, elle est devenue une assassine et a tué beaucoup de gens, et maintenant son but ultime est enfin en vue. Sa mission actuelle est d'éliminer Yuki, et une fois qu'elle l'aura fait, elle aura assez d'argent pour vivre la vie qu'elle a toujours désirée. Pendant ce temps, chez Ito, il essaie de dormir, mais c'est incroyablement difficile avec Yuki qui le surveille. Il lui demande de le laisser dormir paisiblement, et Yuki refuse car elle craint que Nita ne l'attaque pendant son sommeil. Elle dit qu'elle doit rester sur ses gardes pour que cette femme dangereuse ne vienne pas ici, mais Ito dit qu'il ne peut pas dormir avec elle qui le fixe. Yuki a une meilleure idée dans ce cas, et elle se couche sur le lit avec Ito, qui est maintenant nerveux et agité. Il se cache sous une couverture car il ne veut pas voir ce qui monte en lui, mais il lui dit ensuite qu'il est plus inquiet à propos de plus que lui-même. Il soupçonne Nita de vouloir s'en prendre à Yuki, et elle commence immédiatement à envisager cette possibilité. Elle dit à Ito de ne pas trop s'inquiéter pour elle car elle peut gérer quelqu'un du niveau de Nita les yeux fermés. Elle se demande comment Nita a découvert sa présence, réalisant que son passé la rattrape, et qu'elle a impliqué Ito également. Elle lui prend soudainement la main, lui disant de ne s'inquiéter de rien car elle le protégera quoi qu'il arrive. Ito rougit, se lève et dit qu'il veut aussi qu'elle reste en sécurité, même s'il est impuissant. Il décide soudainement d'ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, mais Yuki propose de le faire car il y a toujours un risque de tireurs embusqués. Dès qu'elle déverrouille la fenêtre, elle sent soudainement l'odeur de sa sauce préférée et se demande d'où vient ce parfum. Alors qu'elle est occupée à chercher la source de cette délicieuse odeur, elle entend soudain la voix de Nita qui lui dit qu'elle a perdu la main. La cosplayeuse Catwoman s'était infiltrée dans la pièce pendant que Yuki était distraite, et Ito est déjà sous son contrôle. Elle dit à Yuki qu'elle s'est ramollie en jouant à la poupée avec ce garçon, et qu'elle est tombée dans un piège aussi évident. Nita demande si elle était vraiment la célèbre assassin connue sous le nom de Louve Blanche des 9 dragons. Yuki sort un couteau, mais Nita lui demande de patienter car elle va blesser Ito avant qu'elle ne puisse rien faire. Soudain, Yuki dégage une aura menaçante et se met à parler chinois. Elle menace Nita que si elle fait du mal à Ito, elle le regrettera amèrement. Nita a peur d'elle et décide de ne pas blesser Ito. Elle dit à Yuki qu'elle n'a affaire qu'à elle car elle a une mission de l'éliminer. Cependant, elle sait que la différence de compétences est trop grande, et qu'elle ne pourra rien faire contre elle sans otage. C'est pourquoi Nita décide d'emmener Ito avec elle et dit Yuki doit la rencontrer sur le terrain de l'école à 2 heures du matin si elle veut qu'il survive. Après son départ, Yuki se remémore les paroles de son professeur, qui lui avait dit que quoi qu'elle fasse, elle resterait toujours une meurtrière impitoyable dont le seul but sur Terre est de tuer. Yuki admet que c'est vrai, et elle décide de cesser de vivre dans l'illusion qu'elle peut être normale. Elle décide de tuer Nita, d'éliminer toutes les preuves, et lorsque la sécurité de Ito sera assurée,
elle quittera le pays pour de bon et reprendra son travail d'assassin. Cependant, elle se souvient que Ito voulait qu'elle soit en sécurité et reste avec lui, et réalise qu'elle désire la même chose. D'un autre côté, Nita a emmené Ito à l'école et l'a retenu avec du matériel qu'elle garde toujours dans son sac à main. Ito est plutôt calme face à la situation, et Nita lui demande s'il n'a pas peur de mourir à tout moment, et que ce serait de la faute de Yuki. Elle lui demande s'il déteste maintenant la domestique, et Ito répond que même s'il a peur, il a foi en Yuki, il sait qu'elle le protégera. Nita est impressionnée qu'il puisse dire cela même dans cette situation et lui explique qu'elle ne souhaitait vraiment pas l'impliquer dans ce combat, mais qu'elle devait le faire pour affronter la redoutable assassin Zu. Ito lui demande qui est Zu, et Nita lui demande s'il ne connaît pas son nom d'origine, célèbre dans le milieu interlope. Elle précise que Yuki n'était pas seulement une assassin, c'était un véritable fléau. Elle commence à dire qu'il y avait beaucoup de personnages inquiétants dans ce monde souterrain, mais Yuki était à part. C'était une tueuse impitoyable et froide, sans émotion, qui éliminait ses victimes. De plus, Yuki occupait la 4e place au sein du clan des Dragons 9, le plus grand groupe d'assassins au monde. Nita explique que les Dragons 9 rassemblent des individus talentueux du monde entier et en font des maîtres assassins. Ils ont été impliqués dans presque tous les bouleversements majeurs de l'histoire. Cependant, étant si puissants et importants, ils ont aussi beaucoup d'ennemis. Et une grosse récompense est mise sur leur tête. Nita dit que si elle tue Yuki, elle gagnera beaucoup d'argent et sa réputation augmentera, lui permettant d'obtenir des emplois encore mieux rémunérés. Ito n'est pas impressionné par ses ambitions et demande si elle parle vraiment de Yuki, une jeune fille de 16 ans seulement, parfois impassible, parfois totalement transparente. Nita lui crie dessus qu'elle est sûre que Yuki est l'assassin nommé Zu car elle l'espionne depuis quelques semaines. Elle commence soudain à penser que Ito n'est pas une personne ordinaire, car personne ne resterait aussi calme dans une situation où sa vie est en danger. De plus, il a réussi à attendrir le cœur de Yuki, et maintenant Nita est sûre qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Cependant, elle compte utiliser cela à son avantage car elle sait que Yuki fera tout pour le protéger, devenant ainsi plus vulnérable. Dès que l'horloge sonne 2 heures, Yuki arrive là. Elle se précipite vers Nita, qui lui tire dessus, mais Yuki dévie facilement les balles. Nita passe immédiatement à la phase suivante de son plan et tire sur le sol, déclenchant la mine qu'elle y avait placée. Yuki s'en rend compte seulement après l'explosion, une détonation puissante la submerge. Nita rit, croyant avoir gagné, et Ito est horrifié. Cependant, Yuki est indemne, et elle se jette à travers la fumée pour attaquer Nita, qui bloque de justesse son assaut. Elle tente ensuite de narguer Yuki en lui disant que si elle révèle son véritable passé à Ito, il ne la laissera jamais près de lui. Mais Yuki ignore ses provocations et lui ordonne de se taire. Elle explique que Ito a court de main et qu'il sera fatigué s'il reste dehors aussi tard. Nita se met à crier parce que personne ne la prend au sérieux, et elle menace Yuki de la laisser la vaincre si elle ne veut pas que Ito soit blessé. Elle appuie sur quelques boutons de son smartphone, et soudain, des lasers visent les bras et les jambes de Ito. Nita explique qu'un tireur d'élite vise chacun de ses membres, et qu'elle n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour réduire Ito à un torse. Elle dit à Yuki d'abandonner, mais Yuki se précipite vers elle sans hésiter. Nita appuie sur le bouton, paniquée, mais Yuki lance 4 couteaux qui dévient les rayons laser. Nita est affolée, car elle ne s'attendait pas à ça. Elle tente d'activer un autre piège, mais un couteau de Yuki détruit son smartphone. Elle crie, car il était neuf et non assuré. Yuki s'approche, et Nita, effrayée, braque son arme sur Ito, mais Yuki lui assène un coup de pied qui la désarme. Yuki la frappe et la jette au sol, et Nita craint pour sa vie. Elle tente de détourner l'attention de Yuki en lui disant qu'elle ne pourra jamais mener une vie normale parce que elle reste une assassine, et d'innombrables personnes viendront pour la tuer. Nita demande à Yuki si elle continuera à les tuer, et fera ensuite comme si c'était une vie normale. Mais Yuki répond qu'elle ne tuera plus personne, et ne laissera plus personne mourir à cause d'elle. Elle libère Ito de ses liens et rentre chez elle, tandis que Nita est toujours incrédule. Elle réalise que toutes les rumeurs qu'elle avait entendues à propos de Yuki étaient vraies, et qu'elle est quelqu'un qui ira aux enfers pour obtenir ce qu'elle veut. Heureusement, elle ne voulait pas la tuer, sinon elle l'aurait fait il y a longtemps. Nita se met soudain à rire, soulagée d'avoir survécu face à l'une des assassines les plus redoutables au monde. D'un autre côté, alors que Ito et Yuki rentrent chez eux, Yuki s'excuse soudainement auprès de lui pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle dit que si Ito le souhaite, elle peut s'éloigner de sa vie pour toujours afin qu'il reste en sécurité. Ito remarque la tristesse dans sa voix lorsqu'elle dit cela, alors il lui prend simplement la main et lui demande de lui apprendre quelques techniques d'autodéfense pour pouvoir l'aider la prochaine fois. Yuki est ému en entendant cela, et il rentre chez eux joyeusement.
Le lendemain à l'école, les filles jouent au volleyball, et Yuki continue de marquer des points avec son service puissant. Les garçons la regardent avec admiration depuis la touche, et ont du mal à croire qu'une fille aussi parfaite soit liée à Ito. Il n'est pas vraiment déçu par cette comparaison car il a vu à quel point Yuki est vraiment formidable. Il se souvient de la nuit précédente qui ressemblait à un film d'action, et il a encore la chair de poule en y pensant. Il est curieux du passé de Yuki, mais il ne veut pas la mettre mal à l'aise en lui posant des questions à ce sujet. Bientôt, le jeu s'arrête, et alors que Yuki sourit à Ito, tous les garçons deviennent jaloux de lui. Ils commencent à le regarder avec mépris, et Ito décide de ne pas y prêter attention. Perdu dans ses pensées, un ballon de volley arrive directement sur son visage, mais heureusement, quelqu'un l'arrête à temps. Ito lève les yeux pour voir que c'est Nita, qui a soudainement teint ses cheveux en blond, et elle flirte avec lui en lui demandant s'il va bien. Ito devient très nerveux maintenant, car il fait face à la personne qui a tenté de le blesser hier soir, et en plus de ça, tous les garçons sont encore plus jaloux de lui. Nita s'assoit à côté de lui, leurs épaules se touchant, et elle demande à Ito de ne pas être froid avec elle, et il a un retour en arrière pour expliquer comment cela s'est passé. Ce matin, alors qu'il arrivait au collège avec Yuki, ils ont rencontré Nita dans sa nouvelle tenue. Yuki était sur ses gardes, mais Nita lui a dit qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Elle a expliqué qu'elle n'allait plus travailler comme infirmière au collège car elle avait créé un nouveau personnage. Désormais, elle sera la nouvelle professeure d'éducation physique, venue d'une autre ville, et elle est aussi la cousine de Ito. Ito a été choqué d'apprendre cela, et lui dit qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Mais Nita répond qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de cela. Elle révéla alors qu'elle était une maître de l'information et du déguisement, mais que cette apparence blonde était son apparence naturelle. Yuki lui demanda ce qu'elle faisait là, et Nita répondit qu'elle aimait par-dessus toutes les choses intéressantes, et que voir une légendaire assassin servir un faible était vraiment amusant. C'est pourquoi elle avait l'intention de rester à l'école pour les observer. Elle déclara une nouvelle fois qu'elle n'avait aucune hostilité envers eux et promit de ne plus jamais chercher à faire de mal à Ito. Cependant, cela ne suffisait pas pour conclure un accord, alors elle offrit à Yuki 3 mois de pain Katsuda en échange de sa confiance. Yuki accepta sans hésiter et dit à Ito de ne pas s'inquiéter car, même dans leur métier, ils ne tuaient pas des civils sur un coup de tête. Elle pensait que Nita avait appris sa leçon et qu'elle n'oserait plus se mêler à eux. Même si elle le faisait, Yuki était sûre de pouvoir gérer des personnes comme elle les yeux fermés. C'est ainsi qu'ils acceptèrent de laisser Nita les observer secrètement, mais il semble qu'elle ait oublié. À propos de la partie secrète, elle s'accroche à Ito, lui disant qu'elle n'aime pas son travail de professeur d'éducation physique, mais que c'est celui où elle peut le plus se détendre. Elle se rapproche de Ito et lui chuchote des choses coquines à l'oreille pour le mettre mal à l'aise. À cause de ça, Yuki se fâche et oublie de maîtriser sa force lorsqu'elle frappe la balle. La balle traverse le filet et fracasse le mur, et Yuki devient nerveuse lorsque les filles lui demandent la raison de sa force extraordinaire. Après ça, Ito et Yuki déjeunent ensemble, et elle s'excuse de son manque de contrôle plus tôt. Il lui dit que ce n'était pas de sa faute, puis Yuki commence à lui dire que même si elle est sûre que Nita ne lui veut aucun mal, elle s'est sentie mal à l'aise de la voir proche de Ito. Elle demande si c'est normal ou si elle se comporte bizarrement, et Ito réalise que Yuki est jalouse parce qu'une autre fille s'est approchée de lui. Quelques jours plus tard, alors que Yuki fait le ménage, elle ouvre le lave-linge pour récupérer le linge lavé, et lorsqu'elle trouve que les serviettes sont propres et sèches, elle est ravie. Elle court annoncer la bonne nouvelle à Ito car elle avait eu beaucoup de mal à les laver correctement pendant le dernier mois. Il la félicite, et Yuki reprend ses tâches ménagères. Ito lui demande ce qu'il devrait prendre pour le dîner, et elle lui dit qu'il devrait manger de la choucroute avec des escalopes de porc et la sauce spéciale. Ito est d'accord, et il l'emmène au magasin réputé où il achète ses escalopes de porc. La vieille dame au magasin prend la commande de Ito, puis lui demande des nouvelles de Yuki, qui colle son visage contre la vitre en bavéant en voyant d'énormes quantités de sauce à l'intérieur. Elle remarque alors le vieil homme du magasin qui coupe les escalopes de porc. Son corps tremble habituellement, mais au moment de couper l'escalope, il devient soudainement parfaitement calme et les coupe en morceaux nets. Yuki est émerveillé par cela et pense qu'il doit aussi être un maître assassin pour avoir de telles compétences malgré son âge, et Ito ne veut pas arrêter son imagination. Le vieux. Une dame lui demande ce que la jeune fille raconte, et pour la couvrir, Ito lui répond que Yuki est une grande fan de leur sauce. La vieille dame est ravie de l'apprendre et dit à Yuki qu'elle est l'inventrice de la recette. Yuki est émerveillé en l'apprenant et demande à la femme si elle est une déesse. Elle remercie la vieille dame, expliquant combien sa sauce compte pour elle. Yuki dit qu'elle n'avait jamais pu sentir le goût des aliments avant de goûter cette sauce, et la vieille dame sourit en lui disant qu'il lui manquait peut-être de la chaleur et du bonheur dans sa vie, ce qui l'empêchait d'apprécier le goût des aliments.
Elle dit que Yuki a pu goûter la sauce parce qu'elle était heureuse, et elle pense que c'est la vérité. Alors que Yuki réfléchit au bonheur qu'elle a trouvé depuis sa rencontre avec Ito, le vieux monsieur du magasin arrive soudainement derrière elle, lui tapote l'épaule en lui disant qu'il y avait un peu de poussière. Yuki est surprise car elle n'avait même pas senti sa présence. Et maintenant elle est certaine qu'il est un assassin légendaire, et elle devient une fan. Après ça, elle goûte une sauce fraîche et se sent au sommet du monde, puis il rentre dîner. Après le dîner, pendant que Yuki fait la vaisselle, Ito essaie de chercher les 9 dragons sur Google, mais les résultats indiquent que c'est juste une légende chinoise. Il se demande s'il devrait en parler à Yuki, mais il y renonce car elle essaie vraiment de tourner la page. Il s'endort sur le canapé et rêve du départ de sa mère. Il pleure, lui demandant de rester et la poursuit, quand soudainement, son rêve s'arrête et il se retrouve dans les bras de Yuki. Il panique en sentant quelque chose de rebondi lui heurter le menton, et Yuki lui demande s'il a refait le cauchemar de sa mère. Il confirme, et Yuki lui propose une sieste sur ses cuisses pour se remettre de ce rêve. Ito est gêné et refuse, mais soudainement, son smartphone tombe avec Chrome. Onglet toujours ouvert. Yuki découvre qu'il cherchait des informations sur son ancienne organisation et lui demande s'il est curieux. Ito répond qu'il voulait en savoir plus sur elle, et Yuki lui dit qu'elle ne peut pas lui révéler grand-chose sur les 9 du dragon car elle ne les connaît pas bien. Elle explique qu'elle n'était qu'une exécutante, uniquement concentrée sur le bon accomplissement de ses missions pour ne pas être abandonnée. C'est pourquoi elle ne sait pas grand-chose sur cette organisation clandestine. Elle confie à Ito que son passé l'a profondément marquée et que les choses les plus ordinaires de sa nouvelle vie la fascinent encore. Elle dit qu'elle est heureuse de l'avoir rencontré et d'avoir eu la chance de retrouver une vie normale, et il lui répond qu'il est également heureux qu'elle soit venue à lui. Il rougit de gêne en disant cela, puis Yuki décide de lui en dire plus sur elle. Elle avoue qu'elle voulait qu'il se couche sur ses genoux car, le premier jour où ils l'ont fait, elle a senti qu'elle pouvait vraiment l'aider. Ito est encore plus bouleversé en entendant cela. Et il décide de lui répondre à son tour. Il lui dit que si son rêve a commencé par un cauchemar, alors qu'il courait après sa mère, il a ensuite rejoint la lumière où Yuki est venu le sauver comme un ange. Le lendemain, Yuki termine ses corvées comme d'habitude puis va au marché faire ses courses. Tous les hommes du marché la regardent, mais Yuki n'y prête pas attention. Elle commence à choisir des légumes et le vieux boucher l'aide. À ce moment-là, une jeune fille vient voir Yuki et lui dit nerveusement qu'elle la regarde depuis longtemps, qu'elle la trouve très jolie et géniale. Yuki est ravie de ce compliment, et la jeune fille ajoute qu'elle aimerait lui ressembler. Elle lui demande où elle a acheté son uniforme, car ce n'est pas un vêtement courant, et elle en voudrait un aussi. Yuki est surprise car la jeune fille lui a dit que les gens ordinaires ne portent pas ce genre d'uniforme. Bientôt, Ito arrive car il doit acheter des magazines. Aussi, et dès que Yuki le voit, elle lui demande si les uniformes confectionnés ne sont pas normaux. Eh bien, Ito lui dit la vérité, et le dimanche suivant, il décide d'aller faire du shopping pour lui acheter des vêtements décontractés. Riko les attend déjà au centre commercial, mais à la grande surprise de Ito, Nita est aussi là. Il lui demande ce qu'elle fait ici, et elle lui répond qu'elle a placé un dispositif d'écoute dans sa chambre et qu'elle a appris ses projets. Ito lui dit de s'en aller, mais Nita lui explique qu'il a besoin de conseils avisés pour choisir des vêtements pour Yuki, et qu'elle est la meilleure personne pour ça. Riko est maintenant curieuse, et elle demande si cette femme, si cool et mature, est aussi une assassine, et Nita le confirme avant de lui faire une blague avec ses guimauves, et Riko découvre un nouveau penchant. Riko dit qu'elle connaît un magasin où ils peuvent trouver de jolis vêtements pour Yuki, puis les emmène dans un magasin de cosplay et lui fait essayer un uniforme encore plus voyant. Elle commence à prendre des photos car c'était la seule raison pour laquelle a amené Yuki ici, mais Yuki n'aime pas la robe car elle n'est pas pratique. La robe suivante qu'elle essaye est assez courte, et Yuki ne l'aime pas non plus car elle ne permet pas de dissimuler des objets. Ito lui dit qu'elle n'a pas besoin d'objets pointus car elle n'est plus une tueuse à gages, mais elle lui répond qu'elle se sent plus sereine en ayant des objets pointus sur elle. Ensuite, ils vont dans un magasin ordinaire, où Yuki essaye des vêtements normaux et Riko et Nita ajoutent un maillot de bain. Il demande à Ito lequel il préfère, et il dit qu'il préfère Yuki dans une longue robe blanche. Nita se moque de ses fantasmes, et Ito ne veut plus rester près d'elle. Quoi qu'il en soit, ils achètent presque tous les vêtements essayés par Yuki et rentrent chez eux. Soudain, ils aperçoivent un magasin d'articles pour Halloween, et Riko se précipite à l'intérieur pour acheter des costumes. Elle se déguise en sorcière, et Yuki fait de même, mais mieux. Nita s'habille comme les policiers du commissariat, et Riko aime son style. Elle commence à se rapprocher. Leurs fantasmes déformés, tandis que Ito et Yuki les observent de loin. Ito dit que Riko aime beaucoup Halloween, mais lui, il s'en moque un peu. Soudain, il voit l'affiche d'un film de zombies populaire et demande à Yuki si elle aimerait le voir. Les autres filles sont prêtes à voir le film, mais Yuki dit qu'elle n'en a jamais vu.
Ito lui demande si elle n'est jamais allée au cinéma, et Yuki répond qu'elle y est allée, mais seulement pour profiter de l'obscurité et mener à bien certaines missions. Ito se sent mal à l'aise, mais il dit à Yuki qu'elle devrait cette fois-ci vivre l'expérience du cinéma. Ils vont au cinéma, et Nita s'endort en plein film, mais Yuki est captivée. Elle a de plus en plus peur au fur et à mesure que le film avance, et à la fin, elle a développé une phobie des zombies. Riko lui dit que les zombies sont lents et stupides, et qu'elle peut s'en sortir sans même essayer. Yuki acquiesce, mais dit qu'elle déteste leur odeur de corps en décomposition. Elle dit ensuite que, les zombies étant déjà morts, elle ne peut même pas les tuer. Elle se met à trembler de peur, alors Ito décide d'offrir des desserts aux filles pour les calmer. Elle partage les desserts, et une timide fille aux cheveux roses les observe de l'autre côté de la route. Soudain, un homme lui saisit la main et lui dit qu'elle a baissé sa garde. Il dit à la fille, Naka, qu'elle ne deviendra pas une bonne assassin comme ça et qu'elle doit cesser de se laisser distraire et se concentrer sur son entraînement. Elle s'excuse et dit qu'elle se concentrera sur son entraînement, mais son attention se reporte à nouveau sur Ito et les filles qui s'amusent. Plus tard, Nita rentre chez elle, et Riko lui propose d'aller faire du shopping toutes les deux une prochaine fois. Ito décide de raccompagner Riko chez elle, et Yuki dit qu'elle va rentrer chez elle et préparer le dîner. Après leur départ, elle contemple son reflet dans la vitrine et commence à réfléchir à la signification de l'uniforme de domestique dans sa vie. Une fois rentrée chez elle, elle se change dans l'uniforme de femme de chambre et va voir Makai, constatant que ses jouets et ses tapis sont sales. Elle dit qu'elle va les nettoyer, mais Makai s'enfuit avec le tapis. Elle essaie de le rattraper, mais soudain, le temps se gâte. Alors que le tonnerre gronde dans le ciel, Yuki devient soudainement paranoïaque et commence à imaginer une attaque de zombies. Entre-temps, Makai continue à jouer et heurte une table dans la cuisine, faisant tomber de la soupe froide sur lui. Yuki est encore plus effrayée en entendant ce bruit, et lorsque Makai s'approche d'elle avec une serviette sale sur la tête, elle panique et le prend à partie, le croyant être un zombie. À son retour, Ito découvre que Yuki a déchiré la serviette de Makai à cause de sa paranoïa, et maintenant le chien est triste. Yuki s'excuse et promet de raccommoder la serviette, et même si Ito ne pense pas que ce soit possible, il la laisse faire. Il remarque qu'elle a repris son uniforme de femme de chambre et lui demande si elle n'a pas aimé le vêtement qu'ils avaient acheté. Yuki dit qu'elle les aimait beaucoup, mais qu'elle n'arrivait pas à se séparer de son uniforme de femme de chambre, un cadeau de son ancien maître. C'était un vieil homme malade qui l'avait aidé à échapper à sa vie d'assassin, et c'est lui qui finalement l'avait envoyé auprès de Ito. C'est pourquoi elle veut continuer à porter cet uniforme, car il lui rappelle cet homme. Yuki demande à Ito si c'est étrange de vouloir garder cet uniforme peu commun et d'avoir peur des zombies alors qu'elle est une assassin. Il lui répond que ce n'est pas étrange, car il est normal d'aimer les choses qui évoquent de forts souvenirs et d'avoir peur de ce qui nous fait peur. Il lui conseille d'arrêter de se préoccuper du regard des autres et de devenir une version de la normalité qui lui corresponde. Yuki est soulagé, et Makai se met alors à courir dans la pièce car il veut faire réparer sa serviette. Ito le soulève et se rend compte que c'est la serviette qu'il avait lorsqu'il a été abandonné devant sa porte, et il pense que Makai est attaché à cette serviette qui lui rappelle son famille. Yuki comprend ce que ressent le chien car sa clochette est le seul souvenir de sa sœur, éloignée d'elle. Ito est surpris d'apprendre cela et demande à Yuki si elle a vraiment une sœur, mais elle le regarde fixement sans répondre. Le lendemain, Ito et Yuki vont dans un restaurant de ramen avec Nita, car elle est la seule à pouvoir les aider à trouver des informations sur la sœur de Yuki. Elle dit à Yuki que c'est son invitation, et après avoir englouti tout son bol de ramen plus vite que Naruto ne l'aurait jamais pu, elle déclare que ce n'est pas suffisant pour acheter ses services. Ito la réprimande et propose de partager l'addition, mais Yuki ne leur prête aucune attention, occupée à ajouter sa sauce préférée au ramen. Nita s'affole car elle se proclame disciple de Gordon Ramsay, et elle affirme que c'est un sacrilège d'ajouter de la sauce à des ramen parfaitement préparés. Yuki ne l'écoute pas, mais elle remarque ensuite qu'il ne lui reste presque plus de sauce. Et elle s'inquiète. Alors Ito l'emmène au magasin pour acheter de la sauce, mais la petite vieille dame lui dit qu'ils n'en ont plus, les étudiants du quartier ayant tout acheté, et qu'il ne leur en reste que pour leur clientèle habituelle. Yuki dit que ça va, mais Ito entend son cœur se briser. Sur le chemin du retour, Yuki regarde la petite quantité de sauce restante dans la bouteille, et dit qu'elle va l'utiliser avec parcimonie pour qu'elle dure toute une semaine. Ito veut la sortir de cette mélancolie, et il lui parle de sa sœur. Il lui demande ce qu'elle lui dira lorsqu'elles se rencontreront enfin, et Yuki répond qu'elle ne se souvient même plus du visage de sa sœur. Elle explique qu'elle a été séparée de sa famille très jeune, et que ses souvenirs sont vagues et éparpillés. La seule chose qu'elle sache de sa sœur, c'est que leur mère leur avait donné des accessoires identiques en forme de cloche, et elle a toujours gardé le sien, espérant pouvoir identifier sa sœur lorsqu'elle la verra.
Yuki dit ensuite qu'elle a peur de revoir sa sœur, car elle pourrait lui en vouloir. Ito est nerveux et demande s'il devrait dire à Nita de ne pas la chercher, mais Yuki répond que même si elle a peur, elle sera heureuse d'apprendre que sa sœur va bien. À ce moment-là, les amis de Ito arrivent et leur demandent s'ils sont en train de faire du shopping ensemble. Ito est surpris de les voir, et il lui explique qu'ils sont venus acheter le dernier album de leur chanteuse préférée, Nazca, qui se produira bientôt au festival local. Soudain, le plus petit ami commence à être jaloux de la proximité entre Ito et Yuki, et il trouve suspect que deux jolies femmes de sa famille aient récemment intégré le lycée. Le plus petit est jaloux que Ito ne passe plus de temps avec eux, mais le grand lui dit de se calmer car au moins Ito est heureux grâce à Yuki. Il commence à lui raconter à quel point Ito était renfermé et un peu rebelle au collège, et il essaie de les faire taire. Dans le mouvement, l'album dédicacé glisse de la main de son ami. Et Yuki tente de le sauver en lançant son sac pour empêcher l'album de tomber dans les égouts. Cependant, ce faisant, le flacon de sauce est projeté hors de son sac, et toute la sauce se répand par terre, désespérant Yuki. Cette nuit-là, elle fait un cauchemar où l'énorme flacon de sauce est vide et lui en veut, et quand Ito vient la réveiller le lendemain matin, Yuki lui dit qu'elle n'a plus aucune raison de vivre. Ito la réconforte, en lui disant qu'elle pourra racheter la sauce la semaine prochaine, et elle lui dit qu'elle a fait un autre rêve, mais n'en révèle pas les détails. La nuit suivante aussi, Yuki fait le même cauchemar terrible, et elle court dans la chambre de Ito, lui demandant de dormir avec elle parce qu'elle a trop peur de dormir seule. Il est déconcerté en entendant cela, puis il lui dit qu'il fait une nuit blanche pour le prochain contrôle, afin de pouvoir veiller à ses côtés jusqu'à ce qu'elle aille mieux. En buvant du café, Yuki dit soudainement à Ito qu'il est un homme de grand caractère. Et puis lui demande s'il a déjà détesté quelqu'un. Il réfléchit, et dit qu'il ne dirait pas détester, mais qu'il n'aimait pas son père à cause de certains événements passés, mais que c'est ainsi que sont les relations familiales. Ces paroles rappellent à Yuki les paroles de sa sœur qui lui disait la haïr, et elle décide de retourner dans sa chambre, disant qu'elle dérange juste Ito ici. Une fois endormie, elle voit le flacon de sauce vide lui dire qu'elle l'a abandonné, ainsi que sa sœur, et que maintenant tout le monde la hait parce qu'elle est une meurtrière. Le flacon de sauce lui montre que même Ito et Riko la haïssent, puis commence à dérouler son passé. Enfant, Yuki était un génie qui parlait 15 langues à l'âge de 7 ans. Elle était en passe de devenir une célébrité grâce à son intelligence et à sa beauté, mais elle ne cherchait qu'à rendre ses parents heureux. Ils vivaient heureux, mais puis, à son 7e anniversaire, ils eurent un visiteur inattendu. Alors que ses parents vont ouvrir la porte dans son rêve, Yuki essaie de les en empêcher. Car elle sait que d'horribles événements vont suivre. Ses parents disparaissent de son rêve et Yuki se met à pleurer lorsque le flacon de sauce lui révèle que ses parents ont été tués car des assassins sont venus pour la prendre, et que même sa sœur était impliquée. Yuki revit son passé horrible où elle a perdu ses émotions après la mort de ses parents et s'est soumise à son entraînement pour devenir une meurtrière impitoyable. Quand sa sœur l'a appris, elle a dit à Yuki qu'elle la détestait, et a jeté la cloche que leur mère leur avait donnée. La voix continue de lui dire qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit rester une assassin car c'est son but sur Terre. Yuki se sent perdue, quand soudain, la voix change pour celle de son professeur, et elle le trouve devant elle, lui demandant de reprendre le travail. Soudain, Yuki se réveille alors que Ito appelle son nom. Il lui demande si elle va bien, car il l'a entendu gémir dans son sommeil. Elle le serre soudainement très fort dans ses bras et l'attire sur le lit avec elle. Ito commence à trembler car cette simulation est trop intense pour un vierge comme lui. Yuki s'excuse d'avoir été insistante, mais lui demande de la laisser ainsi un moment car elle en a besoin. Il remarque qu'elle tremble de peur et lui demande si elle a fait un cauchemar. Yuki confirme, expliquant que c'était un rêve du passé, et qu'elle ne veut pas en parler. Ito se met alors à lui tapoter le dos pour l'aider à se détendre et à s'endormir, comme sa mère le faisait lorsqu'il avait peur. Et cela fonctionne aussi sur Yuki. Le lendemain au lycée, les amis de Ito sont surpris lorsque Yuki les interroge sur le festival à venir. Ils lui demandent comment elle ignore le fameux festival Katsuda, grande tradition de leur école. Il comprend un festival de musique, un festival sportif et un festival culturel. Toutes les classes y participent, et le vainqueur reçoit une version spéciale de la sauce Katsuda. Yuki commence à saliver en entendant parler de la sauce, mais les amis de Ito lui disent que, étant des élèves de première année qui ne connaissent pas bien le festival, ils n'auront probablement même pas accès au podium. Disons que le festival culturel est le plus important pour le résultat final, et ensuite il y a leur note à l'examen. Sur ce, Ito demande à Yuki ses résultats au dernier examen, et elle lui montre qu'elle a obtenu 42 points, à peine au-dessus de la note de passage. Elle est vraiment fière de ça, mais en apprenant que la moyenne des notes de la classe compte aussi pour le résultat du festival, elle a peur de faire baisser seule la moyenne de la classe. Ito essaie de la rassurer, en disant qu'aussi longtemps qu'elle est reçue, tout va bien.
Plus tard, Ito et Yuki vont voir Nita, et récupèrent leur ration hebdomadaire de pain Katsuda selon leur accord. Yuki remercie Nita car elle a souffert de manque de sauce toute la semaine. Nita leur dit de retourner en classe car elle doit corriger des copies, et alors qu'ils retournent en classe, ils commencent à parler de la moyenne des notes de la classe qui sera prise en compte pour le festival. En entendant cela, Nita dit à Yuki qu'elle va faire baisser la moyenne de la classe est assurée, car elle n'a même pas écrit son nom sur la feuille de réponse du test d'éducation physique, et cela signifie qu'elle va échouer. Yuki panique, mais Ito tente de négocier avec Nita pour leur permettre d'écrire le nom maintenant. Elle leur dit qu'elles devront travailler gratuitement pour elle et que l'accord concernant le pain est rompu si elles veulent avoir cette chance, mais Yuki est prête à payer ce prix car elle veut gagner le festival et obtenir la sauce spéciale. Soudain, une bourrasque de vent passe, et Nita trouve le nom de Yuki écrit sur la feuille de réponse. Elle est choquée et demande comment elle a pu être si rapide, mais avant que Yuki ne puisse rien dire, Ito décide de jouer les avocats et dit que le nom a toujours dû être là, mais que Nita ne l'a pas vu plus tôt. Nita réalise qu'elle s'est fait avoir, et décide de laisser Ito s'en tirer cette fois-ci. Après son départ, Ito demande à Yuki ce qu'elle a fait, et elle répond que ce n'était pas elle. La personne qui a écrit son nom se cache derrière le mur, et elle est contente d'avoir pu aider Yuki. Cependant, Yuki l'a remarqué et va la remercier. La fille aux cheveux roses est Naka, la même qui les observait au marché, et elle rougit en voyant Yuki si près. Elle bredouille beaucoup, puis se présente comme étant leur camarade de classe, et explique à Yuki qu'elle connaît un moyen de gagner le festival. En réalité, Naka descend de la prestigieuse famille Ikage, qui transmet son art martial de génération en génération. Naka peaufine encore ses compétences sous la direction de son frère aîné, Taka, qui paraît sévère, mais qui tient beaucoup à sa sœur. Il est aussi le président du conseil étudiant du lycée où étudie Ito, et il semble porter une attention particulière à Yuki, qui est dans la même classe que sa sœur, et dont les antécédents sont assez mystérieux. Il craint qu'elle puisse être une menace pour sa sœur, et décide donc de mener sa propre enquête. Entre-temps, la fête de l'école a déjà commencé, et le thème suivi par la classe de Ito est un café animalier. Ito, Yuki et Naka préparent des bonbons en coulisses, et Naka révèle que son frère ne l'a jamais vraiment apprécié. Elle dit qu'il est perfectionniste, et qu'elle est maladroite, alors elle veut profiter de cette occasion pour améliorer son image à ses yeux. Elle pense que même si elle ne gagne pas, si son frère la voit participer aux activités de la classe, il la reconnaîtra un peu. Naka a une autre raison de vouloir gagner, mais elle hésite à en parler devant Yuki. Ito remarque que Naka est toujours nerveuse autour de Yuki, et il se demande ce qu'il se passe dans sa tête. Il remercie ensuite Naka de leur avoir dit à l'avance ce que serait l'événement cette fois-ci. Ce sera un jeu de policiers et de voleurs, donc les capacités athlétiques joueront un rôle important. Soudain, un homme déguisé en énorme bouteille de sauce Katsuda arrive, et Yuki panique. L'homme dans le costume se révèle être Tega, l'ami turbulent de Ito et grand fan de la sauce Katsuda, déclare qu'il participera à l'événement costumé car personne ne peut rivaliser avec cette sauce. Tega est certain que son équipe, avec Yuki et Naka, remportera le premier prix. Ito remarque que Naka n'est jamais très active en cours d'éducation physique, et elle lui avoue timidement qu'elle ne veut pas attirer l'attention. Yuki le rassure en disant qu'elle a confiance en Naka et promet de tout faire pour battre l'équipe du frère de Naka. Naka répète ses paroles, ce qui met son frère, venu au café pour la surveiller, en colère car il pense que Yuki influence sa sœur contre lui. Plus tard, pendant leur déjeuner, Tega annonce qu'il portera le costume de la sauce pour attirer l'attention des médias, ce qui inquiète Ito car cela pourrait être préjudiciable à Yuki d'apparaître aux informations. Avant même qu'il puisse lui poser des questions, sa sœur arrive. Avec son petit ami, et lui et Tega descendent leur parler. Entre-temps, Naka demande timidement à Yuki si elle peut devenir son amie. Yuki accepte sans hésitation, et Naka est ravie. Cependant, alors que Ito leur demande à elle et Yuki de venir voir le festival culturel, elle s'enfuit en prétextant avoir du travail. Ito demande à Yuki de quoi elle parlait, et en retour, elle lui demande en quoi consiste exactement son amitié. D'un autre côté, Naka, ravie, va espionner le conseil des élèves pour en apprendre davantage sur le jeu afin de pouvoir aider Yuki, mais ce qu'elle découvre la stupéfait complètement. Bientôt, la compétition commence, avec l'idole Nazca qui les rejoint en tant qu'animatrice vedette. Son partenaire explique que l'épreuve principale est essentiellement un jeu de poursuite 1 contre 3, dans lequel le président du conseil des élèves, Taka, devra capturer 3 élèves de l'autre équipe, et si l'un d'eux s'échappe, son équipe gagne. Cependant, pour rendre le jeu plus intéressant, tout le monde devra porter les uniformes correspondant au thème de leur classe. C'est ce que Naka avait entendu plus tôt, et elle s'excuse auprès de Yuki. Yuki lui répond que les amis sont là pour s'entraider dans les moments difficiles, car c'est ce qu'elle a appris de Ito.
Elle est également ravie de la nouvelle règle, car le costume de loup cache son visage et empêche les autres assassins de la trouver. Pendant ce temps, Taka se montre très attentionnée envers sa sœur, même si cela ne se voit pas sur son visage, mais elle devient nerveuse en le voyant et se cache derrière Yuki. Cela met Taka très en colère, et dès le début du jeu, il commence à éliminer les participants un par un. Seule l'équipe de Yuki reste, et Taka s'emporte en pensant que son chanteur préféré le regarde. Il défie Yuki en duel, mais est rapidement battu. Là-dessus, Taka tourne son regard furieux vers Yuki, qui réalise qu'elle n'a pas d'autre choix que de le combattre. Taka l'attaque, mais elle saisit fermement sa main pour l'empêcher de la repousser. Il lui attrape la queue pour prendre l'avantage, puis soudain, Naka décide de se sacrifier pour sauver son unique amie. Elle utilise une bombe fumigène, et lorsqu'elle se disperse, Taka jette sa sœur au lieu de Yuki qui est en sécurité. Elle commence à se demander pourquoi Naka s'est sacrifié, puis elle se souvient des paroles de Ito. Les amis sont les personnes avec qui nous pouvons faire des choses aussi bien sérieuses que légères, et tout ce qui compte, c'est comment ils peuvent améliorer la vie les uns des autres. Elle se demande ce qu'elle peut faire pour Naka, et d'un autre côté, Taka est traumatisé par ce qu'il a projeté sa sœur de toute sa force. Il fixe Yuki droit dans les yeux, et elle sait qu'elle pourrait facilement s'éloigner de lui, mais le problème est que Taka sent la sauce Katsuda, et elle ne parvient pas à s'éloigner. Soudain, il se jette sur elle, mais Yuki le confronte directement, le retenant. Tout le monde, y compris Taka, est choqué qu'on puisse égaler sa force, mais Yuki ne pense qu'à la nourriture. Taka lui dit qu'il ne laissera personne s'interposer entre lui et sa sœur, mais encore plus. Plus important que ça, il ne permettra à personne d'approcher sa sœur avec de mauvaises intentions. Il dit à Yuki qu'elle n'a aucune idée à quel point cette relation amicale est spéciale pour sa sœur, et qu'il l'a déjà vue souffrir à cause de cela, et qu'il ne laissera pas ça se reproduire. Il dit à Yuki qu'il ne laissera jamais sa sœur avoir de faux amis alors qu'il essaie de la repousser, mais Yuki pense alors qu'elle doit prouver qu'elle est une vraie amie. Elle utilise soudainement l'élan de Taka pour le déséquilibrer au sol, provoquant un murmure de surprise dans le public, puis se précipite vers le poteau de but où Naka l'attend. Il ne reste que 20 secondes avant la fin du match, et Taka court après Yuki, déterminée à ne pas la laisser gagner. Yuki va directement vers Naka, lui disant qu'elle n'avait pas compris l'essence de l'amitié auparavant, mais qu'elle la comprend maintenant. Elle dit qu'elle serait très heureuse de devenir quelqu'un de spécial pour Naka, et s'agenouille alors devant elle pour réaffirmer leur amitié. Naka rougit. Entendant cela, soudainement, Taka arrive et prend Yuki juste au moment où le sifflet retentit. Elle a été retenue au dernier moment, et même si elle a touché Naka et l'a libérée, elle n'est pas sortie, ce qui signifie que leur classe perd la partie malgré un avantage. Taka gagne, et Yuki est stupéfaite car la deuxième place signifie pas de sauce Katsuda, elle est paralysée, puis les médias se précipitent sur le terrain pour interviewer les deux principaux joueurs. Naka se souvient soudainement que Yuki avait dit qu'apparaître à la caméra serait une mauvaise chose, et là, elle n'est pas en état de le cacher. Elle cherche autour d'elle toutes les ressources disponibles et trouve rapidement une idée. Elle lance une bombe fumigène, et en quelques secondes, elle habille Tega en costume de loup et Yuki en costume de sauce. Ito et Riko arrivent juste à ce moment-là car ils s'inquiétaient pour Yuki, et Naka dit qu'elle est en sécurité. Ils l'éloignent du terrain pendant que les médias se ruent sur Taka et Tega. Ils vont derrière le bâtiment de l'école. Naka s'excuse d'avoir fait perdre son équipe, mais Yuki explique que c'est parce qu'elle ne comprenait pas bien les règles. Elle ajoute que, comme ils sont amis, ils devraient partager le succès et l'échec ensemble, ce qui touche Naka. Taka et ses amis arrivent et disent à Naka qu'il devrait rentrer. Le grand sportif lance alors un regard noir à Yuki car il pense qu'elle influence sa sœur, et la menace de représailles si elle fait du mal à Naka. La nuit, Ito trouve Yuki seule sur le toit pendant que les autres élèves profitent du concert. Elle commence à lui parler de ses sentiments complexes concernant le festival, et Ito résume cela en disant qu'elle a apprécié. Yuki réalise qu'il a raison, et Ito ajoute que même s'ils ont perdu cette année, ils peuvent toujours essayer de gagner la prochaine fois. Yuki est surprise car elle n'a pas l'habitude de penser aussi loin dans le futur. Jusqu'à présent, elle avait l'impression de pouvoir disparaître à tout moment, mais maintenant, elle a de l'espoir pour un lendemain qui apportera de nouvelles possibilités. Le jour suivant, Ito et Yuki invitent Naka, qui leur montre ses talents de ninja en lançant des shurikens sur une cible. Ils l'applaudissent, et Naka leur dit timidement qu'elle n'est pas si douée, et que son frère est bien plus talentueux. Elle dit parfois souhaiter ne pas être née avec ce pouvoir et cette responsabilité, et que sa vie serait meilleure si elle pouvait simplement être une fille normale. Ces paroles touchent profondément Yuki, qui lui dit comprendre parfaitement ce qu'elle ressent. Elle lui confie qu'elle aussi veut être normale, et elle commence à se lier d'amitié autour de leurs rêves communs tandis que Ito sourit en voyant cette scène émouvante. À ce moment-là, Mita arrive derrière lui et lui dit qu'il est enfin sur le point de créer son propre harem,
et qu'il a déjà 2 charmantes filles. Elle lui demande qui il choisira ce soir, se présentant comme une 3e option, et Ito panique, essayant de lui dire qu'il n'est pas intéressé. Alors que Yuki montre ses talents de lancer de couteau à Naka, Nita se blottit contre Ito, lui demandant s'il veut un aperçu du paradis. L'instant d'après, sa sucette est brisée par le couteau de Yuki, et elle s'excuse sincèrement, expliquant qu'elle visait un arbre, mais que sa main a glissé. Nita est furieuse et effrayée à la fois, mais elle ne peut pas le dire ouvertement. Elle dit simplement à Yuki de faire plus attention, car si elle la tue, elle n'obtiendra aucune information sur sa sœur. Après avoir entendu cela, Naka demande à Nita si elle n'est pas non plus une personne ordinaire. Elle tente de se présenter, mais Nita révèle qu'elle sait que Naka est la fille d'une famille de ninjas. Elle explique qu'elle vit en collectant et en vendant des informations, puis saisit le visage de Naka, affirmant qu'elle sait que c'est elle qui a écrit le nom de Yuki sur la copie. Naka est intimidée, mais sentant le regard menaçant de Yuki sur elle, Nita recule immédiatement. Après un moment, Nita leur annonce qu'elle part en mission en Chine, et qu'elle pourrait y trouver des informations sur la sœur de Yuki. Cependant, elle ne compte pas enquêter trop profondément, car cela pourrait lui attirer des problèmes avec les 9 dragons, étant donné que c'est l'ancien lieu de vie de Yuki. Yuki précise qu'elle n'y connaît personne d'autre que son maître, puis Nita prend congé, leur souhaitant de passer un Noël intime ensemble. Ito est pris de court en entendant cela, et soudain, Naka lui demande s'il sort vraiment avec Yuki malgré leur lien de cousin. Ito, décontenancé, nie, affirmant qu'il n'est pas aussi proche de Yuki. Il lui demande de confirmer, mais est surpris de voir Yuki le regarder fixement, le vide dans les yeux. Elle pensait à son ancienne organisation depuis tout ce temps, et avoue s'être rendu compte qu'elle y était toujours seule, mais qu'à présent, elle a plus de personne à protéger. Ito pense que ses sentiments pour lui sont ceux d'une affection familiale et non d'un amour romantique, mais cela lui convient. Soudain, il commence à neiger et, peu après, Ito reçoit un message de son père l'informant de son retour à la maison pour Noël. Le lendemain, jour de Noël, une épaisse couche de neige recouvre leur jardin, et Make saute immédiatement dehors pour jouer. Ito fait un petit bonhomme de neige, et Yuki décide de l'imiter, mais elle n'a pas beaucoup d'habileté en sculpture, et son bonhomme de neige est difforme sous tous les angles. Ito lui dit de ne pas s'en soucier car cela reflète son individualité, et Yuki le croit. Cependant, bientôt, Make saute vers eux et détruit uniquement le bonhomme de neige de Yuki, la dévastant. Ito lui dit d'oublier, la rendant encore plus triste, puis il reçoit un appel de son père et rentre pour le prendre. Il a l'air mal à l'aise tout le temps, puis il dit à Yuki qu'il va chez Riko un moment. Yuki comprend, mais elle lui fait une demande. En rentrant de chez sa mère, Ito a très froid et se demande pourquoi Yuki a demandé à le rencontrer au marché. Il se demande si elle veut aller manger dehors, quand soudain, il voit une foule immense fixant quelque chose. Il les rejoint, et à sa surprise, il regardait Yuki, habillée comme un mannequin et attendant Ito. Elle lui met son écharpe autour du cou, lui disant qu'elle l'a réchauffé pour lui. Ito panique car il pense que les autres vont croire qu'ils sortent ensemble, vu qu'ils font ça à Noël. Cependant, Yuki lui prend la main et lui dit que c'est son intention. Elle lui dit qu'ils devraient sortir ensemble, et il se met à trembler, se demandant ce qu'elle veut dire. Yuki lui explique que lorsqu'elle l'a vu contrariée et mal à l'aise plus tôt, elle a appelé Riko pour avoir un conseil, et celle-ci lui a suggéré de l'inviter à un rendez-vous pour remonter son moral. Yuki dit qu'elle veut qu'il soit heureux et joyeux puisque c'est Noël, et Ito, embarrassé, accepte sa proposition. Ils se tiennent la main en traversant le marché, et Ito se remet à réfléchir à sa relation avec Yuki. Soudain, il commence à neiger, et Ito dit qu'il adore la neige. Yuki commence, roulant des yeux et rougissant de plaisir, car son prénom signifie aussi « neige ». Elle explique que même si elle sait qu'Ito ne parle pas d'elle, l'entendre dire qu'il aime la neige la touche. Ito rougit à son tour, le cœur battant la chamade, mais il ne peut s'empêcher d'être attiré par Yuki. Le lendemain, Riko vient et raconte à son frère comment elle a aidé Yuki à choisir sa tenue pour son rendez-vous afin qu'elle puisse faire la meilleure impression possible. Il est toujours perturbé par les événements de la veille et demande à Riko si Yuki a des sentiments amoureux pour lui. Il a du mal à imaginer qu'elle puisse éprouver de tels sentiments, mais Riko est persuadée que Yuki l'apprécie beaucoup, et qu'elle n'est pas encore consciente de ses sentiments. Ito a encore du mal à y croire, alors Riko sort une application qui teste la compatibilité amoureuse des personnes qui ne sont pas encore en couple. Ito ne croit pas à ces applications, mais Riko lui assure qu'elle est assez précise, et qu'une de ses amies s'est fiancée grâce à elle. Écrasés après avoir vu leur score, et maintenant ils sortent ensemble. Elle commence à poser des questions à Ito sur ses interactions avec Yuki, et les réponses sont positives. Ito devient de plus en plus mal à l'aise à mesure que les questions deviennent plus directes, mais à la fin, lorsque Riko demande si lui ou Yuki ont déjà dit qu'ils s'aimaient dans un contexte non romantique, Ito ment et dit que non.
Avec une seule réponse négative, son score d'affection mutuelle avec Yuki atteint 96% et Riko dit à Ito qu'il et Yuki forment déjà un couple. Il est encore plus gêné par cela, et Yuki rentre juste à ce moment-là après avoir fait les courses. Ito constate qu'il n'a aucun problème à lui parler de choses normales, mais Riko ne va pas les laisser tranquilles. Elle commence soudainement à poser à Yuki les mêmes questions qu'à Ito, et à chaque question, il devient plus gêné. Yuki répond oui à toutes les questions, et son score est de 100%. Eh bien, maintenant Riko a confirmé qu'il y avait 196% d'affection mutuelle entre son frère et sa bonne, et elle est certaine que Yuki deviendra bientôt sa belle-sœur. Plus tard, ils dînent confortablement assis sous une table, et Riko commence à révéler des détails embarrassants sur Ito. Il panique car il ne veut pas que Yuki voie son côté enfantin, mais Riko le devine et le dit à Yuki. Ito est furieux et décide de donner une leçon à sa sœur. Il essaie de lui donner des coups de pied sous la table, mais même après plusieurs tentatives, elle ne réagit pas. Il se demande ce qui ne va pas et regarde sous la table où, à sa grande surprise, il découvre qu'il a donné des coups de pied à Yuki tout ce temps, mais ce n'était que de légères touches. Cependant, elle a rougi, pensant que Ito essayait une approche, ou plus précisément une tentative de flirt sous la table, comme dans les films. Ito panique aussi en réalisant qu'il faisait depuis 5 minutes, et voyant qu'ils rougissaient tous les deux, Riko déclare que cela doit être dû à un secret entre les deux tourtereaux. Le lendemain matin, Ito trouve Yuki dormant juste à côté de lui, et est soudainement pris de panique. Il sort silencieusement du lit et va dehors en cachant quelque chose à Yuki, qui se réveille en entendant ses pas. Une fois dehors, Ito commence à se faire des reproches, car il ne parvient pas à accepter ses sentiments. Dernièrement, Yuki a fait beaucoup de cauchemars, et il lui a dit qu'elle pouvait dormir à côté de lui si cela l'aidait, et elle a sauté sur l'occasion. Cependant, il regrette maintenant d'avoir dit une chose aussi audacieuse, car être près d'elle le met mal à l'aise. Il n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps parce que Yuki est toujours près de lui, et il se demande ce qu'il devrait faire maintenant. Juste à ce moment, Yuki ouvre la porte et lui demande s'il va bien. Il lui dit qu'aujourd'hui c'est le jour du grand nettoyage annuel. Il s'est donc réveillé tôt, mais c'est une excuse bien peu plausible. En allant se rafraîchir, Ito réalise qu'il ne peut pas rester faible éternellement. Cependant, alors qu'il songe à avouer ses sentiments à Yuki, l'image de son amour de jeunesse lui revient en mémoire, celle qui avait autrefois rejeté ses avances, lui disant qu'il ne l'aimait pas, qu'il voulait juste de la compagnie. Pendant ce temps, Yuki a cru l'histoire du grand nettoyage de Ito, et elle commence à nettoyer le sol après avoir ramassé tous les déchets. Elle se souvient de sa humiliation lors de sa première tentative de nettoyage, mais voilà l'occasion de se racheter. Elle est sûre de pouvoir le faire, mais Moshe a d'autres projets. Lorsqu'Ito arrive, Yuki est à nouveau par terre, trempé d'eau sale, et Moshe se tient debout sur sa tête, agitant sa serviette. Elle s'excuse auprès de lui, mais Ito sait que ce n'est pas de sa faute. Il prend le chien et dit à Yuki de prendre une douche chaude, mais en la voyant avec sa chemise mouillée, son cœur se met à battre à 200 à la minute. Il rougit de honte et court immédiatement dans la salle de bain, se disant qu'il est mal de ressentir des sentiments impurs envers quelqu'un d'aussi innocent et naïf que Yuki. Il se souvient soudainement du départ de sa mère, puis de celui de la fille qu'il aimait après son refus. Ito pense qu'il ne survivrait pas au départ de Yuki, lorsqu'elle frappe à la porte et lui demande s'il va bien car il agit étrangement depuis ce matin. Ito ouvre la porte pour lui dire qu'il va bien, mais à sa surprise, Yuki est à genoux, ses genoux prêts à lui servir d'oreiller. Elle veut vraiment qu'il pose sa tête sur ses genoux pour oublier ses soucis, mais Ito ne veut pas le faire, pas quand ses émotions sont déjà en ébullition. Il dit à Yuki que c'est embarrassant pour un lycéen de poser sa tête sur les genoux d'une femme, et elle se fâche soudainement. Elle demande à Ito s'il est déjà lassé d'elle, puis se met soudain à pleurer, disant qu'elle est finalement une véritable incapable. Elle est surprise par ses larmes car cela fait très longtemps qu'elle n'a pas pleuré, et Ito est complètement désemparé. Il se demande s'il devrait réconforter Yuki ou s'enfuir, et finalement, il décide de lui proposer un bain avant qu'elle ne prenne froid. Yuki obéit et va dans la salle de bain, et Ito réalise qu'il a choisi la pire façon de réagir à son effondrement. Il se demande ce qui ne va pas chez lui, et de l'autre côté de la porte, Yuki se pose la même question. Après ce moment, Yuki devient très sensible et pleure pour un rien, s'excusant même quand ce n'est pas sa faute. Elle pleure d'abord quand Ito lui fait remarquer qu'elle a oublié d'acheter des radis, et plus tard, lorsqu'il dit que Moshe grossit trop, elle pleure à nouveau parce qu'elle le suralimente. La situation empire au point qu'elle se met à pleurer et à s'excuser même en voyant des chats de rue se chamailler ou une feuille tomber d'un arbre. Ito essaie de lui dire que ce n'est pas sa faute, mais il ne sait pas comment la réconforter. Il la laisse toujours dormir près de lui quand elle fait des cauchemars, et à cause de ça, il ne peut pas dormir une seule heure. Il décide de faire une sieste le jour du réveillon,
pendant que Yuki s'occupe des tâches ménagères. Elle vient bientôt le chercher pour faire les courses, mais il est parti et a laissé un mot disant qu'il reviendrait bientôt. Elle est un peu contrariée en lisant ça, mais part faire les courses avec Moshe. Le marché où elle va habituellement est complètement fermé car c'est la fin de l'année, et Yuki doit aller dans un supermarché, un environnement totalement nouveau pour elle. Elle décide d'acheter du rôti de bœuf pour le dîner, mais en rentrant chez elle, elle trouve Ito qui prépare le dîner et qui a aussi acheté du rôti de bœuf. Yuki se met soudain à pleurer et s'excuse de faire encore une erreur. Elle se calme après un moment, mais au moment de manger, elle recommence à pleurer. Ito se sent pathétique en voyant cela car il a fait pleurer Yuki malgré tous ses efforts pour la rendre heureuse. Ce soir-là, il décide de dormir sur le canapé, et Yuki le couvre d'une couverture. Le lendemain, c'est le nouvel an, et Riko vient les chercher pour leur première visite au sanctuaire de l'année. Yuki lui dit que ce sera difficile car Ito dort trop profondément, et elle n'a pas réussi à le réveiller. Riko n'est pas contente qu'il dorme autant, même un jour si spécial, car c'est non seulement le nouvel an, mais aussi son anniversaire. Yuki se met soudain à pleurer en entendant cela car elle ne connaissait même pas la date d'anniversaire de son maître. Riko est choquée de la voir pleurer, et Yuki dit que ses glandes lacrymales semblent défectueuses car elle pleure pour un rien. Elle dit qu'elle ne pourra pas arrêter ses larmes, il est donc préférable qu'elle reste à l'intérieur, et Riko comprend. Elle décide d'aller au sanctuaire avec ses amis, et dit à Yuki de s'occuper de Ito. Yuki entre alors et trouve le smartphone de Ito par terre. Soudain, Naka lui envoie un message disant qu'elle veut aller au sanctuaire avec lui et Yuki. Yuki décide de l'accompagner et trouve Naka au sanctuaire, vêtue de vêtements traditionnels tandis qu'elle-même porte une tenue plus moderne. Naka est surprise que Yuki soit venue seule, mais elle est encore plus surprise lorsqu'elle réalise que Yuki ignore l'importance de la première visite au sanctuaire de l'année. Elle explique que tout le monde fait part de ses vœux au dieu ce jour-là, et qu'il est possible de tirer des papiers qui prédisent la fortune pour le reste de l'année. Yuki décide de tirer un papier, mais se met à pleurer en lisant qu'elle aura une chance incertaine, et qu'elle pourrait perdre et se séparer de beaucoup de choses. Naka l'emmène dehors, où Yuki dit que cela doit signifier qu'elle va s'éloigner de Ito cette année. Elle dit que son attitude envers elle a soudainement changé, et qu'il prend ses distances. Lui, elle se remet à pleurer, disant qu'il n'a plus besoin d'elle, et qu'il va la quitter. Elle explique que dès qu'elle imagine être séparée de Ito, elle ne peut retenir ses larmes. Naka ne sait comment la consoler, alors elle commence à raconter à Yuki une période où elle-même n'arrivait pas à arrêter de pleurer. Elle dit que cela s'est produit lors du décès de sa mère, et Yuki se met à pleurer encore plus fort après avoir entendu cela. Naka lui dit que sa mère avait l'habitude de dire que les larmes débordent lorsque les gens ont trop d'émotions refoulées. Elle conseille donc à Yuki de laisser libre cours à ses larmes pour alléger le poids sur son cœur. Elle ajoute que si elle continue de pleurer, la tristesse passera, et qu'elle pourra sourire à nouveau. Yuki se sent mieux après avoir entendu cela, et Naka lui dit de pleurer autant qu'elle en a besoin avant qu'elles aillent faire leurs vœux auprès des dieux. Plus tard, elles vont au sanctuaire faire leurs vœux, et Yuki prie pour pouvoir continuer à vivre avec Ito et tous ses amis. Pendant ce temps, Ito dort toujours profondément. Lorsqu'il reçoit un appel de son père, enfin de retour en ville, Ito ne se réveille pas pour répondre, alors son père rentre chez lui seul et silencieusement. D'un autre côté, alors que Yuki rentre chez elle avec Naka, elle lui dit que c'est l'anniversaire de Ito aujourd'hui. Naka est ravie d'apprendre ça, et elle dit à Yuki qu'elle devrait acheter un beau cadeau et attendre d'être seule pour le lui donner. Yuki n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait offrir, et Naka lui demande ce que Ito aime. Sa première pensée est la côtelette de porc qu'ils prennent au magasin Katsuda, mais Naka dit que ce n'est pas assez spécial pour un cadeau d'anniversaire. Yuki réfléchit un peu plus, et elle se rend compte que Ito aime les figurines. Cependant, elle ne sait pas qu'on les appelle des figurines et dit à Naka que Ito aime les poupées. Heureusement, Naka est intelligente, et elle conduit Yuki à un magasin vendant des figurines. Elle aperçoit un jouet que Ito possède déjà, et elle décide de le lui acheter, pensant qu'il l'aimera. Naka lui dit que c'est comme une loterie, et qu'elle doit continuer à jouer jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Yuki se met immédiatement au travail, mais après quelques parties, elle n'obtient que des jouets brillants, et pas celui qui ressemble à Lucario, transformé. Elle se met à pleurer, pensant qu'elle ne fait rien correctement, et Naka a du mal à la calmer. À ce moment-là, un homme arrive et demande soudainement à Yuki si elle aimerait apprendre un sort pour obtenir le bon jouet du distributeur. Yuki est curieuse, et l'homme lui dit que la première chose à faire est de sécher ses larmes, car de mauvais esprits y vivent et rongent la confiance. Il continue de parler comme s'il avait oublié ses médicaments, puis dit à Yuki qu'il lui faut de la détermination et une grande volonté pour que le distributeur l'écoute. Elle est tellement désespérée qu'elle le croit, et menace pratiquement le distributeur de le détruire si elle n'obtient pas le jouet désiré cette fois. Naka et l'homme sont surpris par son intensité, mais étonnamment,
Cette ruse fonctionne, et elle obtient Lucario. Yuki est ravi et remercie l'homme, qui lui explique qu'il a déjà été dans une situation similaire lorsqu'il essayait d'acheter un jouet à son fils, et qu'il ne pouvait donc pas la laisser seule. Il s'en va ensuite faire ses courses, et Yuki le trouve sympathique et gentil. D'un autre côté, Riko réveille Ito d'un coup sec sur la tête, et lui demande combien de temps il compte dormir le jour de son anniversaire. Elle lui dit que leur père va rentrer à tout moment, et avant que Ito n'ait pu complètement assimiler cela, il voit le mot de Yuki indiquant qu'elle va au sanctuaire. Ito panique en lisant cela car il n'a pas encore parlé de son père à Yuki, et Riko trouve cela absurde car il aurait dû le faire plus tôt puisqu'ils vivent ensemble. Ces mots plongent soudainement Ito dans un profond désespoir, et il dit que la communication n'est pas facile, même avec les membres de sa famille. Il se souvient encore du jour. Sa mère est partie, et il ne pouvait pas demander à son père la raison. Il ne pouvait même pas lui demander pourquoi il avait cette expression effrayante sur le visage, et après ce jour-là, leur relation s'est tendue. Peu après, son père est parti travailler à l'étranger et rentrait rarement à la maison, si bien qu'il n'a jamais eu l'occasion de lui demander la raison de son divorce. Maintenant qu'il envisage de présenter Yuki à son père, il craint que celui-ci ne soit en colère contre eux deux. Soudain, il reçoit un SMS qui le sort de ses souvenirs. C'est Naka, qui lui dit d'encourager Yuki car elle a tiré un mauvais sort. En quelques secondes, Yuki rentre à la maison, les yeux gonflés, et décide de rapidement enfiler sa tenue de domestique. Ito lui dit immédiatement que son père revient et qu'il ignore qu'elle est une assassine. Il tente de lui faire une suggestion, mais il renonce. Il pense qu'en cachant Yuki à son père, il piétinerait son travail acharné pour redevenir normal, alors il jure. Pour la protéger quoi qu'en dise son père. Riko commence à le flatter et à l'appeler le « Rizzler », mais lui demande de dire ces choses à Yuki en face pour de meilleurs résultats. Juste au moment où ils se chamaillent à ce sujet, leur père rentre à la maison et c'est le même homme mûr et séduisant que Yuki a rencontré au marché. Riko court le prendre dans ses bras, mais Ito est assez nerveux et distant. Il décide alors de parler de Yuki à son père et au moment où elle descend après s'être changée, le père a appris tous les détails importants la concernant. Il s'assoit pour discuter pendant que Ito prépare le café et son père remarque qu'il connaissait l'ancien maître de Yuki, une personne respectable. Il commence à parler de sa rencontre avec l'ancien maître, qui lui a demandé de la prendre en charge après sa mort, et Ito les écoute, sentant qu'il est le seul à être tenu à l'écart, comme lors du divorce de ses parents. Il commence à se sentir seul et réalise alors qu'il y a des choses qu'il ne savait pas sur son père ou Yuki. Il comprend soudainement qu'il suppose toujours ce que l'autre personne pense. Et il ne les a jamais directement confrontés pour apprendre la vérité. Pendant ce temps, son père a terminé ses conversations avec Yuki, et il décide d'aller chez Riko pour parler à sa mère. Riko lui dit qu'il devrait rester pour fêter l'anniversaire d'Ito, mais il répond qu'Ito n'aime même pas son anniversaire. Il le félicite ensuite pour ses 16 ans et lui offre un cadeau de sa part et de celle de sa femme séparée. Il dit qu'après cela, il va assister à une réunion d'entreprise puis retourner à l'étranger, ce qui rend Ito inquiet de ne pas pouvoir avoir une vraie conversation avec son père même cette fois-ci. Alors que son père et Riko sont dans un taxi, Ito décide de surmonter ses hésitations, il retient la portière du taxi et demande à son père la permission de laisser Yuki rester là. Son père le regarde simplement, puis lui demande ce qu'il veut faire, et Ito dit qu'il veut que Yuki reste avec lui. Son père lui dit de suivre sa décision et dit qu'il expliquera les choses à sa mère. Il s'en va avec ça, et Ito se sent mieux car c'est la première fois qu'il a réussi à faire passer quelque chose à son père. Derrière lui, Yuki est tout excité parce que Ito lui a dit qu'il voulait qu'elle reste, mais avant qu'elle puisse lui parler, il reçoit un appel de son père, qui lui demande de lui passer le téléphone. Il dit alors à Yuki que Ito a commencé à changer grâce à elle, et lui demande de continuer à veiller sur lui à l'avenir. Yuki est submergée par ses émotions, et après la fin de l'appel, elle rassemble tout son courage pour demander à Ito de regarder la vue nocturne avec elle. Juste au moment où il accepte, elle le prend dans ses bras et le porte jusqu'au toit, essoufflé et la main sur le cœur, à bout de souffle. Alors que le soleil commence à se coucher, Yuki lui souhaite un joyeux anniversaire et lui offre les figurines qu'elle lui a achetées, mais à son grand étonnement, elle les a serrées trop fort et les a cassées. Elle est sur le point de pleurer à nouveau, mais Ito comprend ses sentiments maintenant. Il réalise à quel point elle devait être tendue lorsqu'il essayait d'éviter une conversation sincère avec elle, et il ne veut plus faire ça. Il décide d'être honnête avec elle sur ses sentiments, et lui dit que cette figurine vient de son émission préférée de son enfance, du temps où ses parents étaient ensemble. Il lui parle de ses insécurités et de la façon dont il évite son père depuis le départ de sa mère, et se demande s'il peut réparer leur relation. Ito dit ensuite à Yuki qu'il ne veut pas que sa relation avec elle se gâte à cause d'un manque de communication, et que c'est pourquoi il veut vivre comme s'il était une famille qui partage tout. Entendre ces paroles rappelle à Yuki sa propre famille,
et elle se remet à pleurer, mais cette fois ce sont des larmes de joie. Elle demande à Ito si elle peut vraiment devenir sa famille, et il lui répond impatiemment que seule elle peut le faire parce qu'il l'aime. Il attend avec impatience sa réponse, et lorsqu'elle lui dit qu'elle l'aime aussi, il ne sent aucune implication romantique, et c'est à son tour de pleurer. De retour dans sa chambre, Ito fond en larmes, pensant que même s'il a trouvé le courage de lui avouer ses sentiments pour Yuki ne lui ont valu qu'une peine de cœur. Cependant, il ne tient pas compte du fait que Yuki est lente à comprendre en matière de cœur. Elle coupe du chou dans la cuisine, quand soudain, les aveux de Ito lui reviennent en mémoire. Elle se remet à voir son visage souriant, encore et encore, et se saisit soudainement la poitrine, car des sentiments inconnus commencent à la submerger.